Je me présente, je suis maître de conférences universitaire, docteur en intelligence artificielle et mes travaux de recherche portent sur l'intégration de l'éthique et de la morale dans les développements d'intelligence artificielle. Ce que je voudrais préciser tout d'abord, c'est que j'attache une importance première à la vérité, à tel point que je pense qu'une vraie tristesse vaut mieux qu'une fausse joie. On sait tous que l'un des buts traditionnels de la philosophie, c'est la recherche du bonheur. C'est vrai, tous sans exception aspirent au bonheur. Mais si le bonheur est l'un des buts de la philosophie, il n'en est pas la norme. La philosophie, mais c'est vrai pour toute pensée, doit se soumettre à ce qui paraît vrai. Et de mon point de vue, en aucun cas à ce qui paraît agréable ou rassurant. La vérité n'est pas à choisir, elle s'impose à nous. L'homme libre est celui qui se possède par la réflexion. C'est celui qui compare, analyse, juge, évalue les différentes séries d'événements. C'est la liberté de l'intelligent. Cette liberté-là s'oppose à l'irresponsabilité, à l'impulsion, la passion, l'ignorance. Prenons un exemple. Soit la question, quelle est la somme des trois angles d'un triangle? Alors il y a ceux qui ont le choix, car ils ne connaissent pas la réponse. Ici, avoir le choix n'est pas synonyme de liberté. Bien au contraire, c'est absence de liberté par ignorance. Et puis il y a ceux qui ont compris la démonstration. Eux, ils n'ont pas le choix. C'est la liberté de la raison. Ce n'est pas de l'ordre d'un choix. C'est une libre nécessité du vrai. Alors bien évidemment, la question qui nous intéresse tous en cette période si cruciale d'élection présidentielle, ce n'est pas une question touchant à la géométrie, c'est de savoir pour qui on va voter. Alors là, de la même façon, me semble-t-il, on a deux possibilités. Il y a ce qu'on appelle les indécis, ceux qui n'ont pas encore fait le choix de leur candidat. Alors on peut imaginer qu'ils sont dans la situation donc de faire un choix, ce qui correspond en quelque sorte à un choix par ignorance, comme on l'a vu tout à l'heure pour les triangles. Et puis il y a ceux qui ont la réponse, c'est-à-dire qu'ils ont déjà décidé du candidat pour lequel ils allaient voter. Alors là, comme pour l'exemple du triangle, on aura envie, alors non pas de leur demander la démonstration mathématique, mais tout au moins l'argumentation précise qui les a aboutis à ce choix. Alors, une façon de procéder, me semble-t-il, ce serait peut-être de procéder par analogie. On sait tous que la société est malade. Alors prenons l'exemple justement d'un malade. Que fait le médecin? Dans un premier temps, le médecin va élaborer un diagnostic, c'est-à-dire faire l'analyse précise de la situation physiologique de son patient. Et puis c'est simplement à l'issue de cette analyse, de ce diagnostic, qu'il sera en mesure de proposer un remède. Lequel remède? Eh bien, que va-t-il faire? Eh bien, il va s'attaquer aux causes de la maladie. Il faut donc traiter les causes de la maladie. Eh bien, aujourd'hui, la société est malade. Et donc, pour essayer, tenter un tant soit peu de la guérir, il faut en faire le bon diagnostic avant de proposer le remède. Il me semble que pour élaborer le bon diagnostic, il faut se poser la question de savoir si la cause principale de la situation actuelle provient ou pas de l'Union européenne. Alors là, pour répondre à cette question, on est face à un problème d'une importance énorme. Pourquoi? Simplement parce que depuis 60 ans, l'Union européenne s'est construite sur la complexité et l'ennui. D'ailleurs, personne, ou quasiment personne, ne s'intéresse à l'Union européenne. Personne, ou quasiment personne, ne connaît le contenu des traités européens. C'est peut-être la raison pour laquelle, d'ailleurs, 10 des 11 candidats, me semble-t-il, passent trop rapidement au remède, sans nous avoir délivré leur diagnostic. Et cette façon de faire correspond en quelque sorte à nous demander de nous en remettre à des paroles d'autorité qui imposent mais n'expliquent pas. Le seul candidat qui, me semble-t-il, a fait un diagnostic détaillé de la situation actuelle, c'est François Asselineau.
Alors de la même façon, il ne nous demande pas de nous en remettre à une parole d'autorité. Il faut savoir qu'il a fait un travail titanesque d'analyse précise, détaillée de la construction européenne, du contenu des traités européens. Il faut savoir que François Asselineau connaît par cœur l'histoire de la construction européenne et il connaît sur le bout des doigts le contenu des traités. Et le travail qu'il a réalisé est en quelque sorte un compte-rendu précis et détaillé de son diagnostic. Et donc il permet à chacun, à partir du diagnostic qu'il a élaboré, d'adhérer ou pas au remède qu'il propose. Il faut savoir que François Asselineau met à notre disposition une quantité importante de ressources. Il nous élève vers plus de connaissances et par l'intelligence permet à chacun de se rendre plus libre de son destin. Grâce à François Asselineau, pour la première fois, j'ai acquis une profonde conscience politique intègre. Pour la première fois, je me sens libre politiquement. Et pour ces raisons-là, je ne le remercierai jamais assez. J'ai eu beaucoup d'influences intellectuelles qui, d'un point de vue théorique, m'ont profondément marqué. Mais d'un point de vue pratique et politique, assurément François Asselineau est la personne qui a le plus transformé ma vie. Ce que je vous demande, c'est pas compliqué. Prenez un peu de votre temps et allez écouter ce qu'il a à dire. Et on est tous concernés parce que, d'une certaine façon, tous les domaines sont touchés. La culture, l'éducation, les retraites, les services publics, la sécurité sociale. Et puis si on y réfléchit, choisir un candidat, c'est avoir l'assurance qu'on a fait le bon choix. C'est en quelque sorte, parfois, lorsque l'on veut cerner la vérité, eh bien, il faut argumenter, il faut échanger, il faut dialoguer, mais pas dans n'importe quelle condition. Il y a un principe qu'on appelle l'éthique de la discussion, qui est assez simple, et qui consiste en ce qu'on appelle la décentration ou la pensée élargie. Ça consiste tout simplement à se mettre à la place des autres. Et dans l'élection présidentielle, se mettre à la place des autres, ça consiste à aller lire les programmes des autres candidats. Et c'est simplement à l'issue de ce travail que l'on sera en mesure d'être assuré d'avoir fait le bon choix. Moi, ce que je vous propose simplement, c'est de vous poser les questions suivantes. Pourquoi est-ce qu'aucun candidat n'accepte un débat avec François Asselineau? Quel autre candidat n'a jamais été contredit par tous les autres? Quel autre candidat que François Asselineau met à la disposition un travail titanesque d'explication, de compréhension de la situation actuelle? Et puis pour finir, quel autre candidat qui depuis 10 ans, n'a jamais changé d'avis? Alors bien évidemment, je ne parle pas d'un enfermement dogmatique, il est bien évidemment libérateur de changer d'avis. Ce que je constate simplement, c'est que tous ceux qui ont changé d'avis ont tous convergé, s'agissant de l'Europe, vers le seul qui, depuis 10 ans, n'a jamais changé d'avis. Et puis enfin, simplement pour terminer, on a tous un idéal de la société dans laquelle on voudrait vivre. Je pense par exemple à ceux qui aimeraient vivre dans une démocratie directe. Eh bien, la question qu'il faut se poser, quel est le candidat qui tend le plus vers votre idéal? Et puis, encore une fois, un grand merci à François Asselineau. Un grand merci de nous rendre libres politiquement, de nous rendre plus libres de notre destin. Merci. Et votez François Asselineau.